débuter cette activité de lancement. Et je vous dis à tout le monde, à toutes et à tous, bonjour. Je vous remercie d'être présent à ce lancement de l'ouvrage collectif intitulé L'intelligence artificielle et le monde du travail, paru auprès de l'Université Laval sous la direction du professeur Jean Bernier. Je me présente, mon nom est Mircea Vultur, je suis professeur de sociologie à l'Institut national de recherche scientifique et en lien avec le thème de ce lancement, je suis responsable du chantier Jeunes et numérique à la chaire de recherche sur la jeunesse du Québec et co-auteur d'un chapitre dans le présent ouvrage. Alors, on vit aujourd'hui dans un monde du progrès, des progrès économiques, sociaux, progrès des droits collectifs et individuels, mais avant tout, un progrès technologique. L'intelligence artificielle en fait partie, ses performances sont encore limitées, sont encore loin d'avoir acquis les mêmes facultés que le cerveau humain, mais les progrès se concrétisent dans des avancées incontestables par la diffusion et l'usage très répandu des ordinateurs, tablettes, téléphones portables, reconnaissance de voix, des visages, même des émotions. Bref, nous avons aujourd'hui une capacité sans précédent de collecter un volume considérable de données et d'utiliser des technologies avancées qui sont supposées être les trésors des années à venir. Alors, comment le monde du travail intègre ces trésors? Quelle est la promesse de cette industrie qu'on appelle aujourd'hui 4.0 sur les plans économiques, social et juridiques? En quoi se distingue-t-elle des autres révolutions technologiques? Et s'il est question d'une nouvelle révolution, qu'y a-t-il de révolutionnaire? Quels sont les impacts visibles et moins visibles de cette technologie et de l'intelligence artificielle sur le monde du travail? Voici toute une série de questions qui mobilisent aujourd'hui la réflexion des acteurs de l'économie, de la recherche, du monde politique face aux enjeux de cette transformation numérique. Ce sont des questions aussi auxquelles le livre que nous lançons aujourd'hui apporte quelques réponses. Et pour ceux qui vont lire le livre, ces réponses, vous allez voir, ces réponses nous donnent des raisons pour être optimistes sur notre capacité à innover dans le futur, mais aussi elles nous donnent des raisons pour être un peu pessimistes, car il y a des raisons et des résistances économiques et politiques qui empêchent les évolutions institutionnelles nécessaires. Alors, pour appréhender la genèse et les contenus de cet ouvrage de forte pertinence et actualité, je vous propose dans l'heure qui suit les programmes suivants. D'abord, je vais donner la parole à Jean Bernier, le professeur Jean Bernier, qui est le coordinateur et le directeur de cet ouvrage. Ensuite, chaque auteur des chapitres va présenter, en ordre d'apparition de leur chapitre dans les livres, leur contribution, 2-3 minutes chacun. Ensuite, la parole sera aux discutantes, les professeurs de relations industrielles Patrice Jalette de l'Université de Montréal. Et à la fin, on va avoir une période de questions et discussions avec l'audience. Je vais prendre les questions dans les chats et je vais relayer dans l'espace du débat public. Voici donc, merci pour votre présence. Donc, nous allons passer la prochaine heure en compagnie des auteurs et d'autres idées. Et je passe tout de suite la parole à Jean Bernier, qui est le directeur d'ouvrage, pour présenter un peu la genèse et les grandes lignes de ce projet de publication qui s'était concrétisé. Et je profite pour les féliciter de cet accomplissement. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus. Quelques mots d'abord en l'absence de Daniel Mercure, qui est le directeur de la collection sociologie contemporaine. Un grand merci pour l'intérêt qu'il a porté à cet ouvrage dès le début et pour l'empressement avec lequel il a accepté de le publier dans cette collection. Merci également au PUL, les presses de l'Université Laval, pour leur appui, leur soutien à chacune des phases de l'édition. Avant de laisser la parole à chacun des auteurs et des autrices des différents chapitres, permettez-moi de vous dire quelques mots sur la genèse de cet ouvrage et sur les objectifs généraux qu'il poursuit.
l'idée est venue au départ à la suite de conversations, d'échanges avec des collègues, avec des gens de mon entourage qui m'ont vite convaincu qu'il y avait place, sinon un besoin, pour un ouvrage entièrement en langue française qui ferait le point, qui ferait l'état des connaissances sur les effets du numérique et de l'intelligence artificielle sur le monde du travail. Le monde du travail, compris ici dans le sens du travail humain, des rapports entre le travailleur ou la travailleuse et son milieu de travail, son outil de travail, également les effets sur les institutions, sur les relations, les rapports collectifs du travail. Ce qui ne va pas sans soulever beaucoup d'enjeux. Des enjeux à caractère éthique, à caractère juridique, des enjeux sur la gestion des ressources humaines, des enjeux sur le statut, notamment des travailleurs d'agence, des enjeux en termes de dialogue social, des impacts sur les institutions du travail. Il était également intéressant, en plus de faire ressortir les principaux enjeux que pose l'évolution lente, mais quand même qui connaît une certaine exaspération au gré de la pandémie, de faire ressortir également, lorsque c'est possible, quelques voies de solutions face à certains problèmes qui se posent pour le travail humain par l'arrivée de toutes ces technologies nouvelles et avec les différents problèmes qu'ils posent. Alors, c'est pourquoi j'ai sollicité des collègues, des professionnels dont c'est le champ de spécialité, des experts, également des doctorantes dont c'est le sujet de leur thèse de doctorat. Je les ai sollicités à contribuer, à apporter une contribution, chacune à sa façon, en fonction des différents thèmes sous les aspects éthiques, la gestion des ressources humaines, le dialogue social, le statut des travailleurs des plateformes, etc. Et j'ai sollicité non seulement des collègues au Québec, mais étant donné que cette question n'est pas propre au Québec, évidemment, mais revêt un caractère universel, et s'agissant d'un ouvrage en langue française, j'ai demandé aussi la collaboration de certains collègues français et belges qui ont accepté d'emblée de contribuer à cet ouvrage. Alors, je les remercie vivement de leur participation. C'est eux d'ailleurs qui font la qualité de cet ouvrage. En terminant, je dirais au bénéfice de nos participants ou nos auditeurs européens que l'ouvrage sera disponible à la librairie du Québec à Paris à compter du 30 avril. Alors évidemment, il pourra être commandé par Internet ou il sera disponible en version numérique comme en version papier. 30 avril, Liberté du Québec à Paris. Et en ce qui concerne évidemment le Québec et ailleurs au Canada, il est disponible sur le site des presses de l'Université Laval. Alors cela étant, je vous remercie et je m'en remets à Mircea. Merci beaucoup Jean, pour ces mots qui tracent un peu la genèse du projet de publication de cet ouvrage. Je vais passer maintenant la parole à chacun des auteurs pour présenter un peu les grandes lignes de chacun des chapitres. Donc, on va commencer avec les chapitres premiers de l'ouvrage, intitulé La numérisation de l'économie et le monde du travail, principale avancée technologique et enjeux, écrit par Julie Garneau, qui est doctorante en relations industrielles à l'Université Laval et qui va nous dire quelques mots sur les contenus de ce chapitre. Alors, bonjour tout le monde. Merci à Mircea et merci à Jean. Alors, dans ce premier chapitre, donc intitulé effectivement La numérisation de l'économie et les mondes du travail, principales avancées technologiques et enjeux,
J'ai cru bon présenter les avancées technologiques d'un point de vue descriptif, de manière à développer des connaissances communes sur les mots et les concepts qui sont liés à ces nouvelles technologies. On entend de plus en plus dire que l'économie numérique transforme le travail et on sait que ces enjeux sont multiples, on vient d'en parler. Or, avant d'aller plus loin, ce chapitre se voulait une description pour mieux comprendre de quoi on parle. Alors, j'ai présenté 6 grandes avancées technologiques dont les capteurs. Alors, je décris un peu ce que font les capteurs et qui ont l'avantage, effectivement, d'améliorer la gestion de la logistique et de la production des biens et des services, mais ils recèlent également une potentielle augmentation et des enjeux sur le contrôle des personnes en permettant un suivi en temps réel des employés. Il y a aussi l'Internet des objets. Donc, c'est un Internet de quoi on parle? On parle d'un Internet qui peut maintenant lier les individus, mais également les objets. Et ça peut permettre dans les milieux de travail une meilleure analyse des processus d'affaires, une meilleure intégration. Toutefois, il peut aussi être associé à l'augmentation du contrôle et aussi à la diminution de l'autonomie d'action des employés. On parle également du nuage informatique et ses enjeux sur la sécurité des données. Je présente aussi qu'est-ce que sont les mégadonnées, les données massives et leurs enjeux possibles dans l'intégration du milieu de travail. Bien sûr, l'intelligence artificielle et on va parler bien sûr de l'opacité des décisions et des recommandations, mais aussi des potentielles répercussions sur la gestion de la performance. Enfin, je présente la robotisation et l'automatisation, donc en lien à une gestion de la production qu'on appelle l'industrie 4.0. Et puis là, c'est intéressant parce qu'on peut y voir un mélange des bons côtés de l'automatisation et dans l'organisation du travail, mais aussi peut-être les nouvelles implications au niveau de la relation humain et robot. Finalement, le chapitre ouvre sur l'aspect sociopolitique de ces technologies. Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération dans ces implantations et je conclus brièvement sur 2 points qui me semblent importants. Un, pour les acteurs politiques et les acteurs du milieu de travail. Donc, je voulais noter l'importance encore actuelle des mécanismes de gouvernance, de discussion, de négociation, de participation le plus large possible aux décisions pour enfin garder les bons effets de la technologie et éviter les risques. Et le deuxième point s'adresse aux chercheurs et chercheuses. Les effets sont en train de se vivre dans les milieux de travail et tout va très vite. Pour ceux qui connaissent les technologies, on voit que ce chapitre est déjà en train d'être dépassé par les nouvelles technologies, mais il demeure qu'il reste beaucoup encore à étudier pour bonifier, nuancer, établir les tendances sur les effets dans le but de mieux comprendre et de développer des meilleures régulations du travail. Parfait. Merci Julie pour la présentation de ce chapitre. Donc, c'est le premier chapitre qui ouvre un peu une première partie de l'ouvrage dédié aux transformations du travail à l'ère numérique. Donc, c'est plante un peu le cadre général de ces transformations. Le deuxième chapitre, toujours de cette partie sur les transformations du travail à l'ère de la révolution 4.0, a été écrit par David Rochelot-Houle, qui est conseiller en éthique à la Commission de sciences et technologies du gouvernement du Québec, et par Jocelyn McClure, qui est professeur à la faculté de philosophie de l'Université Laval. Les auteurs n'ont pas pu participer à cet lancement. Donc, je vais demander à Lucie Haenel, qui est doctorante en communication à l'Université du Québec à Montréal et aussi auteur d'un autre chapitre dans le cadre de cet ouvrage, de faire brièvement un court résumé de ce chapitre. Avec plaisir. Donc, je vous présente ce chapitre qui a été rédigé donc, par David Rochelot-Houle et Jocelyn McClure et qui est intitulé « Intelligence artificielle, automatisation et inégalité » qui aborde la question des enjeux éthiques soulevés par l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Alors, dans un premier temps, David Rochelot-Houle et Jocelyn McClure commencent par présenter les effets de l'intelligence artificielle sur le monde du travail en montrant que même si les technologies de l'intelligence artificielle ne devraient pas, a priori, avoir un effet fortement disruptif sur le monde du travail à court terme, elles vont néanmoins avoir des impacts sur la nature et sur le contenu des emplois.
en créant d'une part de nouveaux emplois qui seront a priori plus qualifiés, mais également en entraînant des pertes d'emplois et la modification de certains autres. Et selon eux, il est justifié de croire que les personnes les plus susceptibles de subir les effets négatifs de l'automatisation sont celles qui sont déjà les moins bien rémunérées ou les moins qualifiées. D'où le fait que, dans un deuxième temps, les auteurs mettent en lumière les risques d'un accroissement des inégalités socio-économiques en montrant que ces transformations induites par l'intelligence artificielle viennent nécessairement avec des gagnants et des perdants. Donc, on assisterait à une concentration des richesses pour certains et à une aggravation du sort de certains autres, généralement ceux qui sont déjà vulnérables ou qui sont moins avantagés par le système actuel. Alors, ceci étant dit, après avoir posé ce constat, il tente de réfléchir à des pistes d'intervention qui viseraient justement un partage plus égalitaire des bénéfices liés aux technologies de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Et pour ce faire, ils examinent de façon critique des propositions telles que le revenu minimum garanti et diverses formes de la taxe robot, en montrant que, tout en étant intéressantes à plusieurs égards, ces interventions ne sont peut-être pas les plus adaptées pour favoriser une meilleure distribution des bénéfices et des risques liés au déploiement de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Alors, ils prennent le parti de mesures plus ciblées, comme l'augmentation de la progressivité de l'impôt sur le revenu, la bonification des prestations sociales, l'impôt sur le capital et d'autres qui présentent donc dans cette dernière partie. Et leur chapitre se conclut par une série de questionnements plus larges qui finalement traduisent toute l'ampleur du chantier de réflexion qui entoure les enjeux éthiques liés au déploiement de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Merci beaucoup, Lucie, pour ce résumé très, très concluant là, qui nous donne une idée du contenu de ce chapitre. Évidemment que la question des inégalités dans le monde de l'intelligence artificielle se pose avec une grande acuité et on pourrait en discuter lors de la période de discussion. Je vais passer la parole encore à Julie Garneau pour présenter le troisième chapitre de l'ouvrage écrit par notre collègue belge Edeline Léonard, qui malheureusement aussi n'a pas pu être présente ici. Edeline Léonard est professeure de gestion des ressources humaines et relations industrielles à l'Université catholique de Louvain. Donc, son chapitre s'intitule « Régulation sociale du travail numérisé ». Alors, rapidement, Julie, je te laisse la parole pour présenter les grandes lignes de ce chapitre. Oui, merci. Alors, dans son chapitre, Evelyne Léonard amorce son propos en posant 3 écueils auxquels il faut faire attention pour mieux comprendre comment les acteurs sociaux peuvent réguler et fixer les normes dans le travail qui est transformé par les technologies, donc quand on parle de régulation du travail. Alors, le premier écueil est un déterminisme de la technologie qui nous empêche de voir que celle-ci résulte de choix de société. Le deuxième écueil est de s'en tenir à la prédiction des évolutions à venir et le troisième est celui de se faire piéger par l'emploi du concept de révolution, ce qui nous empêche de nous attarder aux petits changements qui sont déjà en train de se passer. Donc, c'est ainsi que se positionne l'auteur pour regarder comment les acteurs sociaux fixent les règles qui organisent le travail et les relations du travail. Elle nous invite aussi à voir et à réfléchir, à savoir comment les employeurs et les syndicats peuvent se saisir de ces enjeux en agissant et interagissant dans ce nouveau contexte et comment cela aussi pèse sur le travail, par entre autres les pertes d'emploi, mais aussi les modifications aux tâches et aux conditions de travail et bien sûr les nouvelles formes de travail sur plateforme. La troisième partie de ce chapitre offre de multiples exemples de gouvernance de ces enjeux. Principalement tirés d'exemples européens, les lecteurs intéressés par ces nouvelles approches y trouveront leur compte. Car le chapitre brosse en effet un portrait de plusieurs exemples de négociations ou de représentations syndicales, entre autres, souvent moins traditionnelles et qui incluent des nouvelles formes de collaboration et d'expérimentation chez les travailleurs.
Elle recense, par exemple, la création de nouvelles associations pour offrir des services aux travailleurs de plateforme. Un autre exemple est la signature d'une déclaration commune dans le secteur bancaire européen pour notamment la protection de nos fameuses données. On voit aussi le renouvellement de la négociation des ententes cadres, notamment l'accord cadre interprofessionnel sur le numérique signé en juin 2020. Donc, bien qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, note l'auteur, cette dernière rappelle l'aspect politique de cette transition qui mérite que les acteurs sociaux poursuivent leurs tentatives pour définir, malgré les embûches, de nouveaux possibles. Merci, Julie. Toute la dimension politique de la transformation numérique, de l'intelligence artificielle et de nouvelles technologies est posée par ce chapitre qui également pose des grands défis à un champ relationnel extrêmement intéressant qui est celui de la gestion des ressources humaines. Alors, la gestion des ressources humaines à l'ère du numérique, ça pose de nombreux défis et ça sera l'objet de la présentation du chapitre 4 de l'ouvrage intitulé « La gestion des ressources humaines à l'ère du numérique, occasion stratégique ou risque de marginalisation ». C'est un chapitre qui a été écrit par Marc-Antoine Henbert, qui est professeur aux études commerciales de Montréal, et par Rémi Bourguignon, donc, qui est professeur des universités en sciences de la gestion à l'Institut d'administration des entreprises Gustave Eiffel de l'Université Paris-Est Créteil et qui est présente ici avec nous. Je le remercie. Alors, je lui laisse la parole pour présenter les grandes lignes de leur contribution. Merci beaucoup, Mircea, et je profite de l'occasion pour remercier Jean pour l'invitation à participer à ce travail. Donc, effectivement, un chapitre qui interroge la question de la gestion des ressources humaines, mais la gestion des ressources humaines en tant que département, qu'acteur qui va être amené à gérer et à piloter peut-être les transformations qui sont engagées par le numérique. Et au fond, ce chapitre, on le présente comme un chapitre un peu de synthèse intermédiaire. Donc, c'est un état de la littérature sur le sujet. Et je veux dire que l'invitation tombait à point parce qu'on a quand même le sentiment que la littérature, pendant un bon moment, était quand même très dominée par des propos très prospectifs, tantôt très catastrophiques, qui annonçaient une destruction massive de l'emploi, tantôt aussi très, très enjoués. Donc, on était souvent sur des positions extrêmement tranchées, souvent de nature de conjecture, hein, donc assez peu appuyées sur des observations de terrain, et surtout une littérature qui ne faisait aucune place à cette fonction ressources humaines. Et donc, c'était un peu l'occasion de synthétiser la littérature et de noter que ces dernières années, quand même, on a commencé à avoir quelques études de terrain et qui nous ont permis d'avoir une vision peut-être un peu plus nuancée, mais aussi un peu plus fine des enjeux qui se posent à cette fonction RH. Et c'était un peu l'enjeu que de les mettre en avant. Alors, pour faire ça, on fonctionne, je dirais, en deux temps. Donc, après avoir recensé ces quelques articles là dont je viens de parler, eh bien, on a essayé de dresser un panorama des enjeux qui se posent à la fonction ressources humaines en distinguant trois grandes sphères dans lesquelles eh bien, cette transformation numérique ou digitale est à l'œuvre. À la fois quand elle s'impose, par exemple, aux outils de gestion des ressources humaines, hein, quand on applique les algorithmes à les plans de formation pour les salariés, la question des mobilités professionnelles, la gestion de ce qu'on appelle dans les entreprises les talents. Donc, tout ça fait l'objet aujourd'hui d'une forme de digitalisation. Également, deuxième sphère, ce qu'on appelle l'usine 4.0 ou le travail 4.0, donc avec la digitalisation des processus de production, qui là aussi soulève tout un tas d'enjeux, notamment en termes de transformation des métiers. Je ne m'étends pas dessus. Et puis la troisième sphère, qui est vraiment le management algorithmique, notamment autour des plateformes numériques de travail. Donc ça permet de dresser un peu tous les enjeux qui se posent. Et derrière, le deuxième temps de la réflexion, c'est de se dire, mais alors, comment la fonction RH, comment les gestionnaires RH se positionnent par rapport
à ces changements et on produit une grille de lecture, enfin en tout cas on prolonge, parce qu'elle avait déjà été un peu pensée, notamment par Marc-Antonin Henbert dans des travaux précédents, eh bien, une grille de lecture pour analyser les positionnements de la gestion des ressources humaines. Et finalement, il y a trois postures qui ressortent des travaux. La RH comme agent administratif, comme agent de changement ou comme agent critique. Certains auront reconnu, pour ceux qui connaissent un peu la littérature en gestion des ressources humaines, un clin d'œil finalement à une grille de lecture assez classique, et celle de Dave Ulrich sur les différentes fonctions RH. Donc, pour le dire très très rapidement ici, l'agent administratif, certes, il est sensible à l'enjeu de la transformation digitale et à la montée de l'intelligence artificielle, mais disons qu'il a une posture assez réactive par rapport à ces sujets. Il vient plutôt après coup et assez peu impliqué dans les processus décisionnels qui sont en réalité plutôt réservés au département de technologie de l'information dans les entreprises. L'agent de changement, lui aussi, est sensible à cette question, mais par contre, il va jouer un rôle beaucoup plus proactif. Il va se former sur ces questions numériques, il va adopter le narratif du numérique et il va chercher à jouer un rôle un peu de frontière entre les fonctions opérationnelles, les services technologiques de l'information et puis la gestion des ressources humaines. Et enfin, le dernier positionnement qui est un peu le positionnement idéal, celui vers lequel il y a un côté un peu normatif aussi dans ce chapitre en disant il faudrait vers ça, c'est l'agent critique, c'est-à-dire la RH qui non seulement fait ce travail d'appropriation, de diffusion, mais en même temps joue un rôle d'alerte ou de vigie sur un certain nombre de dangers qui sont ceux qui ont été évoqués tout à l'heure, je n'y reviens pas, avec tous les enjeux éthiques et les enjeux politiques que soulève l'intelligence artificielle. Donc voilà. Ce qui reste en chantier et qu'on aborde très très brièvement à la fin du chapitre, mais qui dresse plutôt des pistes pour la suite, c'est quelles sont les conditions à réunir pour que la fonction ressources humaines eh bien, soit plutôt dans cet agent critique plutôt que dans l'agent administratif qui est un peu en retrait. Voilà très rapidement pour ce chapitre. Merci, professeur Bourguignon. Alors, un chapitre qui soulève beaucoup de questionnements, surtout aujourd'hui à l'ère de la généralisation du télétravail et de la redéfinition un peu du rôle de la fonction de gestion de ressources humaines. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est un chapitre qui se prête à une réflexion très approfondie dans les années à venir ou dans les mois à venir. Alors voilà, merci pour cette présentation et on va passer à la deuxième partie de l'ouvrage qui est dédiée plutôt à certains aspects plutôt juridiques vers des nouveaux modes de régulation de l'intelligence artificielle, donc qui porte sur quelle forme de juridique vont pouvoir encadrer cette nouvelle évolution du numérique. Et le premier chapitre, le chapitre 5 donc, de l'ouvrage, qui porte sur les modèles wagnériens à l'épreuve du numérique. Donc, c'est un chapitre qui porte sur le Québec et le système juridique qui va s'adapter à cette transformation numérique, qui a été écrite par Mathilde Baril-Janard. Mathilde Baril-Janard, qui est une avocate en droit du travail, diplômée de l'Université de Montréal et qui exerce sa profession au sein du cabinet de La Roche-Martin au service de la centrale des syndicats nationaux du Québec. Je lui laisse la parole pour présenter brièvement la contribution à cet ouvrage. Bonjour tout le monde. Je voudrais simplement remercier les organisateurs pour l'invitation et l'organisation de ce lancement virtuel. C'est très apprécié. Donc, de par ma pratique, je me suis questionnée à savoir comment l'utilisation des nouvelles technologies viendrait à leur tour, à l'instar des technologies des premières révolutions, comment celles-ci viendraient influencer les nouveaux modèles d'organisation du travail et comment ceux-ci viendraient bousculer le modèle wagnérien. Puisque l'on sait, le modèle wagnérien dont est issu le Code du travail québécois est un modèle de rapport collectif, qui est le modèle de rapport collectif prédominant en Amérique du Nord, est une parfaite adéquation, un parfait miroir entre cette institution du travail et les entreprises majoritaires du début du siècle.
Donc, on le sait, les nouveaux modèles d'organisation du travail répondent à leurs propres règles et souvent sont en fracture. Hein, c'est une fracture nette avec la logique industrielle de l'ère, en fait, avec la logique de l'ère industrielle. Donc, comment ces nouvelles technologies viendraient bousculer l'unité de lieu qui est l'établissement physique, qui est un fondement, qui est la pierre angulaire de l'accréditation. Et comment également ces nouvelles technologies-là viendraient influencer l'unité de personnes, également fondement qui est une base, qui est à la base du Code du travail québécois. Alors, on le sait, avec les nouvelles technologies, ça va permettre une destruction, ça va engendrer la dématérialisation des milieux du travail. Et donc, on assiste à l'éclatement de l'établissement physique, hein, l'éclatement de ces murs physiques de l'établissement. Alors, et également pour la notion de l'unité de personne, la notion de salarié, les bouleversements que vont engendrer l'utilisation de nouvelles technologies affecteront la capacité des travailleurs à maintenir leur travail, en fait, à négocier leurs conditions de travail, puisqu'ils sont de plus en plus susceptibles d'être substitués par ces nouvelles technologies. Et également, l'utilisation de ces nouvelles technologies dans les nouveaux modèles d'organisation du travail vont faire en sorte que les travailleurs, et l'exemple emblématique est les plateformes numériques, donc ces travailleurs auront de la difficulté à se qualifier dans le régime de rapport collectif wagnérien, puisqu'ils sont affublés de traits de personnes salariées, mais également des traits qui sont typiques des travailleurs indépendants. Donc, on s'est questionné, la première portion du chapitre est plutôt ce bilan sur cette unité de lieu et de personnes. Et dans un deuxième temps, on s'est questionné quelles seraient les voies de solution pour contrer, en fait, pour faire en sorte qu'il y ait un véritable exercice de la liberté d'association au Québec. Alors, les solutions sont de deux ordres, puisque les solutions dépendront du spectre de dématérialisation auquel on fait face dans les entreprises ou à l'extérieur, en fait, ou dans les nouveaux modèles d'organisation du travail. Donc, par exemple, si on se situe au début du spectre de la dématérialisation, on n'a qu'à penser à l'automatisation ou à la robotisation. Et là, les solutions vont être les solutions nécessaires devront être faites à l'intérieur même du régime de rapport collectif du travail, qui est le Code du travail. Et d'autres solutions devront être instaurées à l'extérieur de ce régime de rapport collectif, notamment pour la question des travailleurs des plateformes numériques. Très certainement, les plateformes numériques, comme je l'ai indiqué, sont une fracture avec la logique industrielle. Alors là, ça va nécessiter l'instauration de nouveaux régimes de rapport collectif pour ces travailleurs. Je me suis donc inspirée pour cette portion-là du droit québécois qui a certains modèles de régime de rapport collectif particuliers, comme la loi sur la construction, la loi sur le statut et des conditions d'engagement de l'artiste dans certains milieux artistiques. Et également, je me suis inspirée du droit comparé privé en droit social et droit du travail pour trouver des solutions afin que les travailleurs de plateforme puissent exercer valablement et efficacement leur liberté d'association. Et donc, je conclus dans le chapitre à cet appel nécessaire au dialogue social pour ne pas que ces groupes de travailleurs et travailleuses soient marginalisés et puissent exercer leur liberté d'association. Merci beaucoup pour votre présentation, Mathilde. Évidemment que la transformation numérique pose des grands défis au dialogue social et on a besoin de réflexion dans ce sens-là. Alors, ces chapitres éclairent un peu toutes ces problématiques. Alors, en plus du dialogue social, donc la transformation numérique et l'intelligence artificielle posent les problèmes du droit à la déconnexion et le problème de hyper-connectivité professionnelle. Alors, ces questions sont l'objet du chapitre 6 de l'ouvrage intitulé « L'hyperconnectivité professionnelle et les droits à la déconnexion et au repos. Quel encadrement juridique ?» donc, qui a été
écrit par Dalia Vesali-Fecteau, professeur à la faculté de sciences politiques et de droit de l'Université du Québec et membre du barreau du Québec, avec Geneviève Richard, qui est avocate aussi et doctorante à l'Université du Québec à Montréal. Je vais laisser la parole à Dalia ou à Geneviève pour présenter les contenus de ce chapitre. Bonjour, merci beaucoup. En l'absence de Dalia, c'est moi qui vais présenter le chapitre et je tiens aussi à remercier les organisateurs pour l'invitation à participer à cet ouvrage et aussi à ce lancement. Donc, nous, dans notre chapitre, on a choisi de traiter d'une des possibles conséquences négatives de l'omniprésence des technologies de l'information et de la communication dans le monde du travail, c'est-à-dire l'hyperconnectivité professionnelle. On l'a défini à la page 157 de l'ouvrage comme étant le fait d'être branché de façon quasi permanente aux terminaux de communication mobile, c'est-à-dire téléphone intelligent, cellulaire, ordinateur portable, etc. Ce qu'on a fait dans le chapitre, c'est qu'on a d'abord étudié les effets possibles de l'hyperconnectivité professionnelle sur la santé tant mentale que physique des travailleurs et travailleuses, et aussi sur leur équilibre travail-famille, entre autres. Ensuite, on s'est penché sur ce que prévoyait ou ne prévoyait pas le droit québécois du travail à ce sujet. Je vous dis tout de suite rapidement, avant que vous ayez lu le chapitre, il n'existe pas au Québec de droit légiféré à la déconnexion. Par contre, il y a différents droits et différents recours qui peuvent permettre une certaine limitation de notre durée du travail. Il y a certains droits de refus dans des conditions bien précises où les travailleurs et les travailleuses peuvent dire à un certain moment, non, je n'effectuerai pas d'heures supplémentaires ou pas de prestations supplémentaires de travail. Il y a aussi différents congés et temps de repos qui sont prévus dans les lois. Donc, on a regardé non seulement les lois, mais aussi on a fait une brève étude des quelques cas jurisprudentiels qui existaient pour essayer de voir comment c'était appliqué dans les faits, ces droits-là. Ensuite, une fois qu'on a fait le tour de ce qui se passait au Québec, on est allé voir qu'est-ce qui se passait aussi dans d'autres juridictions, notamment en France, avec le droit à la déconnexion. On fait un survol très, très rapide qui, en aucun cas, se veut exhaustif, mais on trouvait ça intéressant d'aller voir comment d'autres juridictions avaient traité de cet enjeu qui n'est absolument pas propre au Québec. Donc, ces enjeux-là d'hyperconnectivité et de droit à la déconnexion, on en parle beaucoup dernièrement puisqu'ils ont été exacerbés par la pandémie, les mesures sanitaires qui ont suivi, notamment le recours marqué au télétravail, mais ce sont des enjeux qui étaient déjà pertinents avant et qui, on croit, vont continuer de demeurer pertinents et auxquels on va devoir continuer de réfléchir dans les années à venir et même lorsqu'on aura tous été vaccinés et qu'on sera revenu vers une certaine normale. Merci Geneviève pour la présentation de ces chapitres. Évidemment que la déconnexion, la hyperactivité, la hyperconnexion, ce sont des choses et des problématiques de grande actualité. Alors, la force de tous ces chapitres, c'est de soulever des questions, mais aussi de proposer certaines voies de solutions donc, à suivre dans les années à venir. Je vais passer maintenant au chapitre 7, qui s'appelle les salariats des plateformes. Donc, deux derniers chapitres de l'ouvrage portent un peu sur les plateformes numériques, les salariats des plateformes, donc, qui ont pris une expansion extrêmement forte au cours de 10 dernières années. Et je vais laisser la parole au professeur Emmanuel Doquès, qui est professeur en France à l'Université de Lyon 2, très connu dans les domaines du droit du travail internationalement reconnu, pour présenter son chapitre sur les salariats des plateformes. Je ne sais pas si le professeur Doquet est présent ici. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, oui, bonjour. Ça fonctionne. Bon, merci pour l'invitation. Merci de m'avoir permis de participer à cet ouvrage. C'est très intéressant. Mes excuses pour mon retard. J'avais un cours qui était en train de finir et que je n'ai pas pu abandonner mes étudiants plus tôt. Sur cette question. Alors, cette question, le salariat des plateformes, les travailleurs des plateformes, dont on vient déjà de parler, est une question qui touche évidemment les pays, tous les pays. On a quelque chose qui est nouveau, c'est un mode, plus exactement plusieurs modes d'organisation du travail
qui n'étaient pas possibles avant et qui sont en cours de développement du fait d'outils numériques nouveaux. Donc, on a bien quelque chose de nouveau qui survient et qui intéresse tout le monde parce qu'on se demande dans quelle mesure ça peut pas être un modèle d'avenir qui viendrait plus ou moins tout manger. Cette nouveauté-là doit-elle conduire à l'invention de nouveaux cadres juridiques, de nouvelles idées juridiques, ou bien est-ce que nos vieilles idées ont une certaine pertinence et est-ce qu'elles sont capables de s'adapter et de s'appliquer à ces vieilles questions? Alors, souvent, on a l'impression que le droit du travail, le vieux droit du travail, est quelque chose qui se fait dépasser par la technique. Et je voudrais dire que ce n'est pas si simple que ça. On a de vieux concepts, par exemple le concept de contrat, qui date d'il y a très, très, très longtemps, même avant le droit romain, et on s'en sert toujours, c'est pratique. Il existe en fait des vieilles règles de droit qui sont d'autant plus intéressantes et d'autant plus importantes qu'elles sont vieilles, parce qu'elles signifient des idées qui sont toujours importantes, des valeurs qui sont toujours importantes. Et le contrat de travail fait probablement partie de ces vieilles règles qui ont une certaine importance. Et donc, on s'est posé la question, en France, mais dans beaucoup de pays, de savoir si on pouvait qualifier de salariés les travailleurs des plateformes et leur appliquer le droit du travail tel qu'on l'a construit pour des salariés traditionnels. Et alors, cet article, enfin ce chapitre part de décisions françaises très fermes en 2018 et en 2019 de la Cour de cassation qui requalifient des livreurs ubérisés, donc des travailleurs, les uns c'est des livreurs à vélo, les autres c'est des chauffeurs Uber, qui sont requalifiés de salariés. Et du coup, on leur applique la totalité du droit du travail, la totalité du droit de la protection sociale. Et donc, nos vieux concepts trouvent ici une pertinence, du moins si on en croit ce que fait la Cour de cassation. Alors, française, ce que fait aussi maintenant la Cour suprême anglaise, au Royaume-Uni aussi, on a une décision de 2021 qui requalifie de workers, ce n'est pas tout à fait pareil que des salariés, mais tout de même, ça s'en rapproche beaucoup. Et donc, un peu partout, on a cette requalification. Alors, c'est très intéressant. Il y a, par exemple, vous parliez de l'application du modèle wagnérien à ces travailleurs, et quelqu'un qui vient donc d'un contexte comme le nôtre dit bah oui, pourquoi on ne l'appliquerait pas, le modèle wagnérien, après tout, il a fait ses preuves, et en l'occurrence, qu'est-ce qu'il faudrait? Bien, il faudrait que les listes, parce que c'est beaucoup ça le nerf de la guerre, que les listes de personnes qui travaillent, les listes de chauffeurs, soient à la disposition des organisations syndicales. Ça change tout. Une fois que les organisations syndicales ont la liste des chauffeurs, ils peuvent envoyer des emails collectifs et ça permet une organisation collective. En fait, les technologies de l'information sont aussi des technologies de l'organisation collective des travailleurs. Ce n'est pas forcément seulement des technologies de l'explosion. Donc ensuite, la question qui se pose dans mon chapitre est de savoir comment est-ce que le droit du travail peut s'intégrer dans cette, puisqu'il est applicable, dans ces situations particulières. Et là, je pense qu'il faut distinguer plusieurs sortes de plateformes. Toutes les plateformes ne sont pas les mêmes, pas parce que vous travaillez par l'intermédiaire d'une plateforme que vous êtes dans un schéma donné de travail. Ça peut être du salariat de type Uber, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être de véritables indépendants, dans certains cas, naturellement, et ça peut aussi être, dans certains cas, des travailleurs prêtés. Il se peut que la plateforme joue un rôle, c'est le cas notamment des petites tâches qui sont exécutées pour des grandes entreprises par l'intermédiaire de plateformes. La plateforme, à ce moment-là, n'est pas vraiment l'employeur. L'employeur, c'est l'utilisateur qui est une grande entreprise qui, par l'intermédiaire de la plateforme, récupère un travail. Et alors, à ce moment-là, quel est le rôle de la plateforme? Quelle est sa qualification juridique? Ce n'est pas employeur, c'est prêteur de main-d'œuvre. Prêteur de main-d'œuvre, et elle tombe sous le coup soit de la législation des entreprises de travail temporaire, soit de la prohibition du marchandage en droit français, donc de la prohibition du travail, enfin du prêt de main-d'œuvre à but lucratif. Donc, en fait, il existe toute une série de concepts qui sont particulièrement pertinents aujourd'hui. Et parmi les différents concepts pertinents, j'en rajouterai un autre. Le travail à domicile est une vieille problématique. Et on s'est posé la question
de savoir comment est-ce qu'on allait adapter le paiement à l'heure de salariés dont on ne savait pas combien de temps ils mettaient pour réaliser une tâche lorsqu'ils étaient payés à la tâche. Et il y aurait quelque chose d'un peu insoluble qu'on retrouve beaucoup pour le télétravail, par exemple, aujourd'hui. Eh bien, on a trouvé des solutions qui ont plus de 70 ans dans certains cas. Ces solutions sont des évaluations en heures de la charge de travail. Alors, à l'époque, c'était l'industrie textile. Donc, combien de temps il faut en gros pour faire une chemise? Eh bien, on a envoyé des inspecteurs du travail le dire, on a fait de la négociation collective pour le dire. Mais en fait, on est arrivé à avoir des évaluations du temps. Et dans beaucoup de nouvelles méthodes d'organisation du travail numérique, on peut se dire qu'en réalité, il existe des méthodes d'évaluation du temps, même si on n'a pas de chronomètre, même s'il y a une liberté complète des horaires, et que le droit du travail révèle beaucoup plus de pertinence qu'il est habituellement dit. Et en tout cas, en France, on s'apprête à appliquer, enfin, on applique la totalité du droit du travail à ces situations-là. Ça créera évidemment quelques grincements, mais pour l'essentiel, ça a l'air pertinent. Merci beaucoup, professeur Doquet, pour cette présentation. On retient en fait toute la pertinence des plateformes et de nouvelles formes d'application du droit du travail à cette nouvelle forme de travail, mais aussi le fait qu'il y a des spécificités nationales qui interviennent dans la régulation des plateformes nationales. Alors, sur cette question, qu'on s'est penché un peu sur les plateformes de travail numériques au Québec et dans les prochains chapitres, j'ai analysé avec l'UCNL donc le Uber comme prototype d'une plateforme numérique du travail local, parce qu'il y a des travails locaux, des travails internationaux, etc. Donc, pour analyser un peu quelle était la situation actuelle et comment ça s'est produit la déréglementation en fait, de l'industrie du taxi au Québec. Lucie, je vais te laisser la parole pour présenter dans 3 minutes ce dernier chapitre de l'ouvrage qui clôt l'ouvrage. Tout à fait. Alors, le chapitre qu'on a coécrit, Mircea et moi, qui est intitulé « Les plateformes numériques de travail, Uber et la régulation de l'industrie du transport de personnes au Québec ». Donc, dans ce chapitre, on présente en fait l'univers des plateformes numériques et on analyse le fonctionnement et les dynamiques particulières de l'implantation de Uber au Québec. Dans un premier temps, on défriche un petit peu ce qu'on retrouve sous l'appellation de l'économie dite collaborative, hein, qui est une appellation qui recoupe des phénomènes et des réalités qui sont très variées. Donc, on présente l'évolution des plateformes à travers leur classification selon une diversité de caractéristiques. Et on focalise notre attention sur les plateformes numériques de travail qui se définissent donc par le fait que le travail est commandé en ligne, mais exécuté hors ligne localement. Et puis, parmi ces plateformes de travail, donc, comme l'a dit Mircea, on se concentre sur le modèle Uber dont on expose brièvement l'histoire de la création, l'évolution de l'entreprise, son mode de fonctionnement. Et puis, on s'intéresse aussi, on regarde un petit peu comment on travaille, donc ces chauffeurs en l'occurrence, et du côté des travailleurs Uber, on aborde les diverses motivations à travailler comme chauffeur pour la plateforme et on se penche également sur plusieurs dimensions de leurs conditions de travail, notamment en termes de rémunération, d'horaire de travail, de mode d'évaluation et de contrôle, de stabilité de l'emploi et puis un petit peu aussi du rôle de l'algorithme dans la distribution des tâches. On s'interroge également sur les défis liés à la mobilisation collective des chauffeurs, entre autres la résistance de Uber à toute forme de regroupement des chauffeurs, la dispersion des travailleurs, la grande variété de leurs profils, et puis la rhétorique managériale, la rhétorique entrepreneuriale, mobilisée par Uber pour que les chauffeurs adhèrent aux valeurs d'autonomie et d'indépendance dans le travail. Et puis finalement, à partir d'une recherche exploratoire pour laquelle on a interviewé des chauffeurs Uber et des propriétaires de taxis au Québec, on examine les effets de cette récente déréglementation de l'industrie du transport de personnes au Québec qui a mené donc à l'adoption de la loi 17 l'année dernière et qui a changé donc pas mal là, le portrait de cette industrie au Québec.
Et puis parmi ces effets, on évoque notamment les tensions qui ont eu lieu entre les chauffeurs Uber et l'industrie du taxi de Montréal, ainsi que le gouvernement du Québec. On évoque également les défis liés à la mobilisation collective qui se posent de façon différente finalement selon le contexte socio-économique des régions au Québec. Et puis, au niveau des conditions de travail, on expose brièvement de quelle façon ce fort pouvoir prescriptif de l'algorithme incite les chauffeurs via une série d'incitatifs à accepter le plus de courses possible. Et cette analyse, ça nous amène au constat qu'à l'intérieur même du Québec, l'implantation de Uber révèle des disparités, que ce soit entre individus, entre secteurs d'activité et puis entre zones géographiques. Alors évidemment, ça révèle un certain nombre d'enjeux autour de la régulation des plateformes qui doit tenir compte d'une part du fait que les enjeux sociaux se posent différemment d'un pays à l'autre en fonction de la législation, mais aussi d'une région à l'autre en fonction de l'état du marché du travail local. On se rend compte que Uber ne s'implante pas de la même façon à Montréal ou à Chicoutimi, qui est une ville qui compte beaucoup moins d'habitants et où l'industrie du taxi est assez différente. Et puis, cette régulation, ça doit aussi tenir compte de la réalité des travailleurs eux-mêmes qui ont des profils très variés, qui sont mis en concurrence les uns avec les autres et qui sont, pour l'instant, dépourvus des logiques de mobilisation collective qui fonctionnaient dans la période fordiste. Alors, voilà en gros ce qui constitue l'essentiel de notre chapitre. Merci beaucoup, Lucie, pour la présentation de ce chapitre. Donc, avec cette présentation, on a un peu fermé ou conclu l'étape de présentation du contenu de ce livre. Alors, je vais inviter peut-être les gens qui ont assisté donc, à la présentation de poser des questions dans les chats, des questions que ensuite je pourrai adresser aux auteurs de ce livre-là, que ce sont des questions sur les contenus de leur chapitre ou d'autres, ou même des constats. Je vais vous demander d'écrire la question, de vous nommer, et après je vais un commentaire de Patrice. Ah oui, excusez-moi là, ok. Excusez-moi, j'ai complètement sauté une étape, je m'excuse Patrice. Donc voilà, il y a encore une étape avant les questions. Donc je vais demander à Patrice Jalette, en fait, de faire une sorte de commentaire général sur, sur les livres en question. Merci de l'invitation. Le commentaire va être assez bref là, parce que je suis l'obstacle entre la période de questions et le dîner et tout ça, fait que je vais essayer d'être le plus bref possible. Donc, merci de l'invitation. Tout d'abord, toutes mes félicitations aux auteurs et aux autrices pour le travail, pour l'excellence du travail qui a été accompli. Bravo aussi à Jean Bernier pour avoir dirigé de main de maître la réalisation de cet ouvrage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Jean a un don pour rassembler des expertes et des experts afin d'approfondir des enjeux majeurs dans le monde du travail. Pensons seulement aux ouvrages qu'il a publiés, qu'il a dirigés sur la grève, les services essentiels, les agences de travail temporaires et celui traitant de l'avenir des décrets de convention collective. Encore une fois, Jean, visé dans le mille avec ce collectif qui explore les enjeux des transformations des modes de production et des services vers le numérique et la place croissante de l'intelligence artificielle. Pour moi, je pense que c'est un ouvrage nécessaire pour plusieurs raisons. La première, ce n'est pas nécessairement en ordre d'importance, mais enfin, premièrement, je pense qu'il est nécessaire que ces questions soient abordées et expliquées par des chercheurs et des chercheuses francophones si on veut former une relève scientifique d'expression française dans ce domaine. C'est clair. Et dans l'ouvrage, on dénote ce souci d'utiliser les bons termes français pour décrire ces nouvelles réalités, alors qu'il est si facile de s'en remettre à la langue véhiculaire ou la lingua franca qu'est l'anglais dans ce domaine. Donc, bravo pour cet accomplissement. Comme le fait cet ouvrage, il est aussi nécessaire de recourir aux sciences sociales pour explorer ces transformations. Ces savoirs sont très précieux
pour la société afin d'éclairer la prise de décision, ainsi que la recherche de solutions, l'élaboration des politiques et l'élaboration des régulations qui soient adaptées. Et ça, je trouve que l'ouvrage le montre très bien. Tout ce potentiel, tout l'apport des sciences sociales. De plus, ces enjeux-là, à mon sens, sont beaucoup trop complexes pour être envisagés sous un angle monodisciplinaire. Peut-être que vous ne vous en réclamez pas, mais il reste que l'approche interdisciplinaire de l'ouvrage n'est pas sans rappeler celle qui est préconisée en relations industrielles. Désolé, je ne pouvais pas m'en empêcher, comme président de l'Association canadienne de relations industrielles, de faire cette remarque-là. Il s'agit aussi d'un ouvrage nécessaire parce qu'il pose un regard critique et lucide sur le travail en cette ère numérique. Un tel regard, pourtant si indispensable, est très souvent absent des écrits sur le sujet, qui préfèrent promouvoir seulement des idées de la technologie qui libère les humains et de l'intelligence artificielle bienveillante. Bien entendu, tout le monde est pour le progrès. Mais encore faut-il que tous puissent profiter de la richesse et des emplois qui sont créés et que le progrès ne creuse pas, n'engendre pas des inégalités. À juste titre, l'ouvrage pose la question des gagnants et des perdants de ces innovations technologiques. Qui va s'enrichir? Qui va s'appauvrir? Qui va perdre son emploi? Qui va voir ses tâches déqualifiées? Qui verra sa vie personnelle envahie par son travail? Qui aura droit à la représentation collective et au dialogue social? Et qui va voir son rapport de force pour négocier des conditions de travail décentes amoindri? Donc, toutes des questions qui sont soulevées de différentes façons dans l'ouvrage. Donc, bravo. Comme le fait très bien justement l'ouvrage, il est nécessaire de nommer et de documenter les conséquences négatives sur les personnes. Encore très récemment, une revue de la littérature publiée par l'OCDE met en évidence les effets ambigus de l'intelligence artificielle sur le taux d'emploi. Cette revue souligne aussi que l'intelligence artificielle va avoir des conséquences sur la façon de travailler, mais surtout que ce travail de recension qui me semblait assez exhaustif était clair sur le fait que les inégalités pourraient également se creuser de plus en plus si les gains ne font qu'avantager les entreprises de pointe en intelligence artificielle plutôt que les travailleurs. Bref, pour moi, le message est simple. Oui au progrès, mais tous et toutes ensemble et aussi de manière civilisée. Enfin, l'ouvrage est nécessaire parce qu'il met en évidence certaines, on en a parlé, certaines discontinuités, certaines continuités dans le monde du travail. Il y a des discontinuités ou fractures. Il y a, par exemple, quand on pense au nouveau modèle d'affaires induit par la révolution numérique comme l'économie de plateforme. Il y a aussi des continuités pour qui s'intéressent aux relations d'emploi. Par exemple, cette idée de la fragmentation du monde du travail en plusieurs univers très différents les uns des autres, engendrés par ces nouvelles réalités, qui est mise en évidence notamment dans le titre de l'ouvrage, ça rejoint certainement celle de la segmentation des marchés, segmentation du marché du travail, qui est étudiée depuis des décennies. Puis également, à travers les innovations technologiques, il est facile de déceler la même volonté patronale de rendre le travail flexible et de s'en déresponsabiliser en remplaçant des relations de travail par des relations commerciales. Rappelons-nous, pour les gens du Québec, rappelons-nous que le débat sur les faux indépendants ou les faux autonomes remonte à l'affaire Gigi Joubert en 1964. Rappelons-nous aussi que ce débat avait été posé d'une manière éminemment pertinente par le fameux rapport Bernier publié en 2003. Donc, décidément, difficile d'échapper aux travaux de Jean Bernier pour qu'il s'intéresse sérieusement aux enjeux du monde du travail. Donc, bref, bravo Jean pour la publication de cet ouvrage nécessaire. Bravo à tous les auteurs et aux autrices. Merci. Merci beaucoup, professeur Patrice Jalette, pour ce commentaire
qui fait un peu la synthèse des problématiques en fait, que l'ouvrage soulève. Alors, je vais passer maintenant à des questions de la part du public ou même à des questions de la part des auteurs entre eux. On peut lancer une discussion assez informelle et, disons, libre sur les enjeux, sur les questions, sur les problèmes qui nous sont soulevés par cet ouvrage. Je vais regarder s'il y a des gens de la qui veulent poser une question, mais peut-être entre-temps que je regarde ça, là, si parmi les auteurs, il y a des propos ou des constats supplémentaires, je vous demanderai de les faire. Là. Ouais. Voilà. Mais je vais poser une question, en fait, qui m'a été posée par Rachid El Ganbour, enseignant-chercheur à l'université au Maroc. Voilà, on a des gens qui sont un peu partout dans le monde. Alors, la question de M. El Ganbour, c'est la suivante. Comment on pourra concevoir dans un contexte de travail la relation entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine dans le sens de la complémentarité et non celui de la concurrence? Okay. Donc, c'est une question assez pertinente, en fait. Est-ce qu'entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, c'est une concurrence ou c'est une complémentarité? Qui veut répondre à ces questions? Je ne sais pas. Julie? À partir du premier chapitre. Oui, bien, en fait, c'est une question intéressante parce que l'intelligence artificielle peut effectivement servir de complément, ne serait-ce qu'à la prise de décision ou à la recommandation, parce que effectivement, on peut avoir des modèles mathématiques qui puissent traiter un grand nombre d'informations et qui puissent aider dans certains moments du travail. Par contre, elle n'est pas que ça, à mon avis. Et puis, c'est là où on a besoin, effectivement, d'aller voir sur le terrain comment est-ce que ça se déploie réellement, parce que l'intelligence artificielle peut aussi entrer en compétition. Et puis, quand on sait la façon dont les algorithmes peuvent arriver à faire des recommandations ou à nous brosser un certain portrait d'une situation et auquel on n'a pas accès aux différentes étapes de cet algorithme-là, quelles sont les données qui ont été traitées, comment ces données-là ont été traitées dans l'algorithme pour nous faire ce portrait-là. Alors, on peut dire que l'intelligence humaine, le travailleur qui est dans sa prestation de travail peut se dire tout d'un coup, mais pourquoi il arrive à une définition différente de moi, de ma tâche? Pourquoi est-ce qu'il me recommande autre chose que moi, par expérience, j'aurais fait différemment? Et puis là, comment est-ce qu'on met en compétition ces deux jugements-là quand on n'a pas accès à la façon dont l'algorithme a été construit ou la façon dont l'algorithme a pris sa décision? Moi, je trouve que ça met le travailleur ou la travailleuse ou l'employé devant une situation très difficile où on met en compétition son propre jugement professionnel par rapport à un jugement qui a été déterminé par un algorithme dont on ne connaît pas grand-chose. Et donc, ça pose des vraies questions. Et donc, je ne sais pas la réponse ici, c'est un complément, une compétition. Je pense que on a le potentiel de voir les deux. Si je peux ajouter quelque chose, toute cette question des algorithmes, de l'intelligence artificielle, etc., sont des nouvelles technologies qui s'inscrivent en marge, si ce n'est en faux, des institutions du travail, des lois du travail qui ont principalement pour objet de réguler la relation entre les personnes au travail et les employeurs ou les donneurs d'ouvrage. Or, les algorithmes qu'on pense par exemple aux plateformes qui s'inscrivent complètement en marge du droit du travail et arrivent à imposer une régulation de l'entreprise. Et le grand défi, au fond, est de savoir
comment, et là je rejoins le propos de Julie, comment les acteurs sociaux, que ce soit les employeurs, les organisations syndicales, les gouvernements, peuvent arriver à peser sur ces instruments de façon à élaborer des modèles qui sont des modèles différents de ceux que nous connaissons actuellement, pour malgré tout intégrer une régulation qui va régir les rapports entre les travailleurs et les travailleuses, où qu'ils soient, et ces formes de donneurs d'ouvrage que peuvent être les plateformes ou encore les réseaux, le travail en réseau, le crowd work par exemple, les petites tâches qui sont disséminées un peu partout. Et il semblerait que les seules expériences qui ont pu avoir quelques succès, sauf rares exceptions, sont celles qui ont réuni effectivement l'ensemble des partenaires sociaux, c'est-à-dire une concertation ou un dialogue social entre employeurs et syndicats, mais avec l'appui des gouvernements, que ce soit sous forme réglementaire, législative, enfin, peu importe, selon le cas. Mais selon moi, c'est une question centrale et plusieurs auteurs dans l'ouvrage touchent à ces questions-là et s'interrogent, explorent des voies selon lesquelles, en se fondant sur beaucoup d'expériences qui ont quand même été réalisées ou qui sont en cours dans ce domaine-là, dans pratiquement tous les pays développés. Merci Jean pour la réponse. J'ai plusieurs questions qui sont posées dans les chats, là, donc le sujet, ça intéresse. Là. Je vais rapidement relayer la question de notre ami Laurent Vartel de Belgique, là, qui soulève un questionnement assez intéressant. Donc, en Europe, on parle souvent de la société salariale qu'on peut définir comme l'arbitrage du clivage capital-travail par les salariats. Donc, ça, on tamponne face à la marchandisation du travail. Mais cet arbitrage est construit, dit-il, grâce à un rapport de force. Les travailleurs et les syndicats, par la grève, fait peser un risque financier sur les capitalistes. Mais dans l'économie de plateforme, les travailleurs est lui-même les propriétaires de son outil de production, hein, la voiture dans les cas d'Uber. Faire la grève, donc arrêter son propre outil de production, donc ça pose une question. Et est-ce que nous allons vers une juridisation du système de la question sociale, donc du fait de l'incapacité des syndicats à peser sur la plateforme avec une grève? C'est une question intéressante, donc, parce que, évidemment, dans l'économie de plateforme, les travailleurs et les propriétaires de son outil de travail, donc la grève est difficile à utiliser comme outil de pression. Donc, que faire? Est-ce qu'on juridicialise ces affaires-là? C'est une question intéressante qui nous vient dans Laurent Vartel. Je ne sais pas qui pourrait répondre à ces questions. Peut-être Emmanuel Doquez, professeur Doquez, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, alors, tout d'abord, le travailleur propriétaire de ces outils de production n'est pas une nouveauté, c'est une résurgence d'une situation ancienne. Le droit du travail du 19e siècle est un droit du travail de travailleurs qui sont propriétaires de leurs outils. Et on a encore, nous, dans notre vieux code du travail français, toute une série de règles sur la façon dont le travailleur achète ses outils et dont il peut plus ou moins se faire rembourser ou pas par l'employeur des outils dont il est propriétaire. Et je ne crois pas que ce soit un affaiblissement du travailleur que d'avoir un travailleur propriétaire de ses outils. Et notamment en ce qui concerne la grève, à partir du moment où il est propriétaire de ses outils, il peut arrêter non seulement son travail, mais il peut aussi arrêter la machine. On parlait de la mécanisation, on parlait de cette spécificité humaine face aux algorithmes. Ça aussi, c'est une vieille histoire. C'est l'histoire de la concurrence de l'être humain par la machine. Alors, cette concurrence-là, on la connaît depuis longtemps et elle a eu un effet croissant avec la robotisation et ça nous conduit à une évolution du travail vers ce qui est spécifiquement humain. Et alors, avec l'intelligence artificielle, on se pose encore plus la question de savoir ce qui est spécifiquement humain. Mais ce que je veux dire, c'est que la robotisation concurrence l'être humain
Et si jamais le robot est propriétaire du capitaliste, c'est une puissance énorme entre les mains du capitaliste. Si jamais l'outil est entre les mains du travailleur, on a une plus grande puissance du travailleur. Donc cette réappropriation de l'outil de travail ne me semble pas quelque chose d'inquiétant. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, au contraire. Merci pour cette réponse très éclairante. Dommage qu'on n'ait pas en présence pour pouvoir débattre, mais on garde toutes ces questions et cette ligne de réflexion pour l'avenir, au moment où on va faire probablement un colloque en présence. Alors, voilà. Excuse-moi, Mircea, oui. peut-être pour ajouter le fait que je trouve que cette question est vraiment intéressante et elle met en lumière, je trouve, le rôle très important du gouvernement, en fait, par rapport à cette question. Parce que pour le moment, en tout cas, effectivement, les chauffeurs qui seraient tentés de mettre en place des initiatives de mobilisation se retrouvent quand même assez démunis du fait du roulement très important et du fait que, justement, s'ils s'arrêtent de travailler du jour au lendemain, ils peuvent bien être 1000 chauffeurs, mais s'il y a 40 000 chauffeurs dans la ville, ils auront un poids quasiment inexistant. Et il semblerait en tout cas que pour le moment, ils aient de la difficulté à avoir dans ces formes de regroupement et dans les syndicats, en tout cas, qui n'existent pas ici au Québec. En France et en Europe, j'ai l'impression que c'est différent pour les chauffeurs des plateformes comme Uber. Mais ça met en lumière vraiment le fait que c'est peut-être le rôle du gouvernement actuellement de prendre en charge en fait les risques sociaux qui pèsent là sur les chauffeurs. Encadrer en fait les pratiques mieux encadrer ou en tout cas se pencher de façon un peu plus sérieuse sur les pratiques de Uber et ses conséquences là sur le monde du travail. Merci Lucie pour ces compléments. Et je veux bien aussi, assez complexe. Hein. Pardon, Mircea, je veux bien ajouter un complément aussi sur la question parce qu'elle est effectivement, elle suscite plein de réactions. Et je partage l'avis d'Emmanuel sur le fait d'être propriétaire pour le travailleur de l'outil de production n'est pas en soi un problème. En revanche, ce qui est compliqué dans le cas de ces plateformes, c'est de créer des solidarités entre les travailleurs. Et c'est difficile à créer pour plusieurs raisons. D'une part, parce que justement, on n'est pas dans le cadre du droit du travail, il n'y a pas de protection. Donc, des salariés ou des travailleurs qui s'engageraient dans une action collective pourraient subir des représailles. Donc, c'est un petit peu difficile d'être le meneur de contestation. Et puis, il y a un autre mécanisme assez insidieux, c'est que compte tenu du mécanisme de ces plateformes, avec des rémunérations qui peuvent varier très fortement d'une heure sur l'autre, en fonction de l'offre et de la demande, eh bien, quand il y a une mobilisation et qu'il y a moins de chauffeurs qui sont présents, eh bien, la rémunération augmente pour ceux qui travaillent. Et donc, c'est difficile dans ce contexte de créer des solidarités entre travailleurs où il y a un risque de passagers clandestins quand même assez important. Exact. Et comment arrêter aussi la machine comme un complément de réponse de Laurent Bartel qui a été tout à l'heure, quand le risque pèse sur soi-même, hein, on doit rembourser la voiture avec les assurances, etc. Donc ça pose un risque supplémentaire au travailleur lui-même. Je pense que c'est un questionnement très, très important. Alors peut-être que d'autres, je vois Mathilde Baril qui oui, je voulais également intervenir sur cette question. En fait, ça me fait beaucoup penser, il y a eu un seul cas jurisprudentiel au Canada pour définir est-ce que les travailleurs de plateforme peuvent bénéficier du régime de rapport collectif de travail. Et c'est en Ontario qu'on a eu l'exemple de la plateforme Take It Easy. Non, pardon, Foodora. C'était Foodora, donc des livreurs à vélo. Et finalement, le tribunal spécialisé en rapport collectif de l'Ontario a conclu que c'était pas... Parce qu'effectivement, la possession des outils de travail est un critère parmi d'autres pour évaluer est-ce une personne salariée ou un travailleur indépendant. Et finalement, le tribunal spécialisé de l'Ontario a indiqué que, effectivement, les livreurs de vélo possèdent, oui, leur casque,
de vélo, leur cellulaire, leur vélo. Toutefois, l'outil majeur dans cette industrie-là, que sont les plateformes numériques, c'est l'application. C'est ça qui va déterminer est-ce que la compagnie va faire des profits ou des pertes en gérant l'algorithme. Donc, c'est l'algorithme qui va gérer la distribution des livraisons, qui va faire en sorte que c'est ça qui va véritablement définir que donc c'est l'outil principal pour la gestion des pertes et des profits. Donc, je trouvais ça très intéressant parce que c'est là que le pouvoir est, c'est dans l'application. Sinon, je voulais revenir un peu à cette question-là de la capacité des travailleurs à s'organiser surtout des travailleurs de plateforme, et aussi un commentaire qu'Emmanuel Decaisse a fait lors de sa présentation. Est-ce que dans un régime wagnérien, le fait d'offrir une liste de personnes, que l'association ait la liste des personnes salariées serait suffisant pour que le modèle wagnérien soit efficace afin de bien représenter ces travailleurs. Donc, ce soit un modèle de rapport collectif efficace pour ce type de travailleurs. Dans mon chapitre, je ne l'ai pas mentionné lors de ma présentation, mais effectivement, je me suis questionnée, est-ce que les travailleurs des plateformes pourraient bénéficier du régime de rapport collectif? Est-ce qu'il serait un régime efficace? Notamment par une nouvelle définition de la personne salariée, en établissant une présomption de fait que lorsqu'une personne donne une prestation de travail, elle est visée par cet employeur-là, donc visée par il pourrait bénéficier du régime de rapport. Et également en établissant aussi la question de la dépendance économique. Donc, on assouplirait encore là la définition de personne salariée, bien qu'au Québec, la notion de personne salariée soit celle-ci. Donc, je me questionne à savoir est-ce qu'une nouvelle définition de personne salariée serait suffisante. Toutefois, à mon sens, non, puisque le régime wagnérien présuppose est conceptualisé par cette collectivité de coprésence. Hein? On est tous ensemble dans un même établissement, alors que là, dans les travailleurs de plateforme, on est délocalisé dans plusieurs endroits. Alors, ça nécessite un régime de rapport collectif qui se conceptualise par une coactivité, donc qui axe sur la prestation de travail, à mon sens. Donc, c'est pour ça que les travailleurs de plateforme pourraient difficilement et efficacement se munir, en tout cas, exercer leur liberté d'association à travers le régime wagner. C'est tout. Merci. Merci. Je vais essayer de donner la parole aux gens qui ont des questions. Par exemple, Madame Ève Saint-Germe, je vous donne la parole. Je vous laisse le micro là si vous voulez parler. Oui. Questions, là. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Écoutez, merci de me donner la parole. Donc, je vous salue de Nice, d'où je vous écoute. Donc, la question que j'ai posée, c'était un peu en prolongement avec les échanges qui ont eu lieu autour de la question de la propriété des outils de travail. Et donc, je suis arrivée, j'ai posé ma question comme je pouvais avec mon téléphone. Donc, merci de pouvoir un peu développer. Donc, c'était cette question, est-ce que la plateforme, mais il y a eu des éléments avec l'intervenante précédente, est-ce que la plateforme est un outil de travail? Est-ce que c'est un intermédiaire? Est-ce que c'est, voilà, quel statut on pourrait lui donner? Parce que effectivement, cette question de la propriété des algorithmes de la plateforme, c'est là aussi que, comme ça a été souligné, le pouvoir va se loger. Donc voilà, j'aurais vraiment aimé avoir les éclairages de vos auteurs autour de cette question. La plateforme, comment vous la positionneriez dans tout ça? Merci beaucoup. Donc, la plateforme outil de travail ou intermédiaire du marché du travail, peut-être quelques éclaircissements rapides de la part des auteurs qui se sentent plus d'attaque pour répondre à ces questions. Je ne sais pas, je peux éventuellement… Oui, allez-y, Emmanuel Decaisse. Ça dépend des plateformes. Typiquement, certaines plateformes doivent être, à mon sens, et je parle effectivement à partir du point de vue du droit français qui se répand un peu en Europe, de ce point de vue-là, certaines plateformes doivent être qualifiées d'employeurs. Mais pourquoi? Parce que c'est d'elles que vient le travail, comme là d'ailleurs là d'où vient le pouvoir, comme on vient de le noter en disant qu'il y a un bien particulier qui est cet algorithme, et que c'est cet algorithme qui est la source du pouvoir et la source du profit,
Et donc, à ce moment-là, par exemple, dans le cas d'Uber, l'employeur, ça doit être Uber. Dans d'autres cas, le véritable pouvoir n'est pas dans la plateforme qui se contente de faire un lien. Alors dans l'hypothèse Uber, le lien comment dire, que fait la plateforme, c'est entre un consommateur, celui qui va être transporté, et un chauffeur. Mais entre les deux, il y a un employeur. Dans d'autres cas, le lien se fait entre un véritable employeur, parfois c'est d'une très grande entreprise industrielle, et un travailleur qui va exercer un travail pour cette grande entreprise industrielle par l'intermédiaire de la plateforme. Donc, dans ce cas-là, la plateforme sera un intermédiaire en main-d'œuvre. Je crois qu'il faut regarder selon les différents contextes. Et sinon, j'ai été très intéressé par ce qui a été dit par Madame Baril-Janard juste avant, sur ce fait que dans le modèle wagnérien, il faut qu'il y ait une communauté de travail, bon, c'est entendu, mais qu'elle soit rattachée à la nécessité d'un lieu unique, et quelque chose qui me surprend beaucoup, sachant que la collectivité de travail, elle existe, dans un lieu assez virtuel, peut-être, le lieu numérique, mais c'est bien une collectivité de travailleurs qui assure une entreprise de transport, et c'est leur organisation collective, parce qu'il y a une organisation par l'algorithme, qui est une organisation collective du travail, qui fait qu'on a une véritable communauté de travail et dans un lieu qui est celui de l'algorithme, mais qui est tout de même un lieu certes virtuel, mais qui est la plateforme numérique. Et je pense qu'il y a, à mon avis, plus d'analogies à tirer de là. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui... La possibilité d'une analogie avec la collectivité traditionnelle de travail me semble plus fort que ça. On a des grèves en France, on a des grèves qui sont effectivement difficiles, qui sont souvent... Alors, en France, la grève minoritaire est autorisée, hein, donc c'est très particulier, c'est très différent du modèle évidemment nord-américain. Mais du coup, on peut avoir des grèves minoritaires relativement peu efficaces, mais néanmoins qui ont un certain impact. Dans le modèle nord-américain et dans le modèle particulièrement canadien, certes, l'action collective serait très difficile à mener, puisqu'il faut vraiment organiser le collectif. En revanche, si cette action collective pouvait être organisée dans un cadre wagnérien, elle serait extraordinairement efficace, puisqu'elle obligerait la plateforme à fermer sa plateforme. La plateforme requalifiée d'employeur, j'entends. Et donc, ce serait la potentialité d'une efficacité redoutable, comme on ne peut pas en avoir, nous, en France, puisqu'on ne connaît pas ce genre d'action proprement collective, fortement collective. Parfait, merci. Je vais donner la parole à plusieurs. Donc, Annick Bissaint, là, étudiante à l'INRS, aussi aux jeunes. Là. Annick, est-ce que tu peux parler? OK, je ne m'attendais pas à dire ma réponse moi-même, mais ma question, c'est en fait, est-ce que la robotisation côté numérique, est-ce que ça pourra éviter vraiment l'implémentation de certaines inégalités sociales présentes dans le monde du travail actuel, ou est-ce que ça serait vraiment une reproduction, un reflet de ces inégalités-là auxquelles on fait face? Donc, on a par exemple l'exemple d'Amazon pour la recherche de CV, donc les données qui étaient implémentées, ça avait été un peu biaisé. Donc, souvent dans le cadre, comme vous avez expliqué, les porteurs de main-d'œuvre, les plateformes comme ça, comment on pourrait éviter le fait de toutes ces inégalités-là, comme en transférant, par exemple, la main-d'œuvre à quelqu'un d'autre pour un employeur? Est-ce qu'il y a des moyens vraiment pour éviter ces genres de biais? Merci, Annick, pour ta question. Des réponses, deux réponses à la question des inégalités. C'est une question énorme qui est posée par le développement des plateformes de la technologie. Alors, est-ce que ça accentue des inégalités, les réduisent, les reproduisent? C'est des questions. Encore, la réponse, je ne pense pas qu'elle est générale ou généraliste. Alors, allez-y, Emmanuel Doquet. Bon, pardon, madame. Juste quelques mots, en fait, parce que, bon, en ayant lu, je pense que si David Rochelot-Houle ou Jocelyn McClure avaient été là, ils auraient certainement eu des réponses, parce qu'en fait, c'est vraiment le propos de leur chapitre
au niveau des enjeux éthiques là, que pose justement l'introduction de cette intelligence artificielle dans le monde du travail et quels effets ça va avoir. Et eux, en fait, disent que ça ne va pas révolutionner le monde du travail à court terme, mais que ça risque de jouer une sorte de rôle amplificateur de phénomènes qui sont déjà en cours et qui sont déjà en cours, notamment avec toute l'économie du savoir. Donc, effectivement, ça peut déqualifier certains emplois, ça risque de créer certaines pertes d'emplois, mais à long terme, selon eux, c'est susceptible de créer aussi pas mal de nouveaux emplois qui risquent d'être plus qualifiés. Mais ça, là, on est plus sur du long terme. Donc, selon eux, à court terme, c'est ce qu'ils proposent, c'est-à-dire des interventions relativement ciblées, justement pour prendre en compte là, ces enjeux éthiques et finalement pour essayer de lutter contre cet accroissement des inégalités. Et ces mesures ciblées, justement, elles sont dédiées à cibler vraiment les plus vulnérables qui sont, selon eux, là, donc les personnes qui sont déjà les moins rémunérées, qui sont les moins qualifiées, qui risquent d'être les plus touchées à court terme là, par les effets de l'intelligence artificielle dans le travail. Donc, c'est pour ça qu'ils proposent, par exemple, d'augmenter certaines prestations d'aide sociale. Ils proposent d'augmenter la progressivité de l'imposition sur le revenu, etc. Donc, ils ont plusieurs, comme ça, pistes d'intervention assez ciblées pour ces personnes vulnérables. Merci Lucie pour cet éclaircissement. Emmanuel Doquet. Bon, merci Madame Ménel pour ces remarques qui sont tout à fait justifiées. C'est tout à fait juste. Ce que je voulais dire, moi, c'est que les technologies vont certainement pas régler le problème des inégalités. Elles peuvent l'aggraver dans un premier temps. Elles sont relativement neutres. Mais je voulais juste donner une remarque anecdotique sur l'algorithme. C'est que l'embauche par algorithme qui est pratiquée par certaines plateformes de type Uber ou Take It Easy, Foodora ou que sais-je encore, est une embauche sur laquelle il suffit de se connecter et puis après on espère récupérer un certain nombre de courses. Et donc c'est une embauche qui est très peu xénophobe, pas xénophobe. Et donc ça a été, par rapport aux autres embauches qui sont marquées par toute une série de stéréotypes, et notamment de stéréotypes xénophobes, ça a été l'occasion pour toute une série de personnes qui sont habituellement barrées sur le marché de l'emploi de trouver un travail sans subir cette xénophobie-là. Donc, dans certains cas, l'algorithme est aveugle et du coup, il est aveugle à certains stéréotypes. Dans certains cas, j'imagine des stéréotypes genrés. Ce n'est pas tellement le cas des livreurs à vélo parce qu'il y a quand même du genre là-dedans. Mais dans certains cas, de stéréotypes xénophobes. Ça, ce n'est pas forcément intéressant. Ce n'est qu'une anecdote. Hein. Si on regarde globalement l'effet des technologies, je n'ai absolument pas de croyance dans leur capacité à réduire des inégalités. Globalement, certainement pas. La réduction des inégalités est une bataille politique, juridique, de grande ampleur et qui ne sera pas une bataille aidée particulièrement par les technologies ou pour laquelle les technologies seront une nuisance. Je pense que c'est une bataille qui est indépendante de ça. Merci pour ces questions. On retient quand même les technologies peuvent intervenir pour réduire certaines formes de discrimination, ceux qui ont une réponse positive pour nous aujourd'hui. Donc, on peut être optimiste et pessimiste en même temps sur certains aspects des technologies. Voilà. Oui, peut-être Laurent Vartel, une intervention. Oui. Super, merci. Bonjour à tous, bonjour particulièrement à Mircea et Lucie que je connais. Et en fait, moi, j'ai quasiment terminé mon doctorat sur le sujet. Donc, j'ai fait ma thèse sur l'ubérisation à Bruxelles. Et peut-être juste c'est moi qui posais la question sur la propriété. Peut-être juste 2-3 questions, remarques que je voulais peut-être discuter. Par rapport tout d'abord à la dernière intervention de Emmanuel sur les discriminations, etc. En fait, c'est marrant parce que j'arrivais exactement à cette même conclusion dans ma thèse.
Mais moi, je ne sais pas, il y a toujours, si vous voulez, ce relent marxiste parce que j'ai interviewé donc, le secteur des transports rémunérés de personnes en Belgique. Il faut bien comprendre ces trois grandes activités, c'est les taxis, c'est Uber et c'est des gens qui faisaient déjà ça avant pour, je ne sais pas moi, des mariages, ce genre de choses, quoi. Et donc, qui mettaient à disposition des limousines. Est-ce qu'on m'entend? Oui, 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 vas-y. Oui, et qui mettait des limousines. Et donc en fait, c'est amusant ce que vous dites, Emmanuel, parce que les personnes qui sont donc, du coup, dans le business des limousines depuis avant Uber, en fait, eux sont dans des processus de discrimination très forts, quoi. C'est-à-dire les chauffeurs de taxi, enfin bon, voilà, des étrangers, machin, truc bidule. Donc nous, on n'en veut pas. Mais c'est encore une fois parce que, enfin, à mon sens, hein, j'ai essayé de montrer ça en ma thèse, aussi parce que c'est eux qui supportent le risque financier s'il y a des problèmes, etc. Et donc, ils ont des craintes. Alors que pour une plateforme comme Uber, si vous ne performez pas, que vous faites 2 étoiles, 3 étoiles ou peu importe, ce n'est pas un problème puisque la voiture, ils n'ont pas investi dedans. Donc ça, c'était vraiment un point. Et juste un deuxième point, c'était sur la question des rapports de pouvoir, etc. En fait, moi, au plus j'étudie la question, au plus je me rends compte qu'il y a en fait deux grandes approches du sujet. C'est soit est-ce que la plateforme est un patron ou un employeur qui prétend être un intermédiaire, ou bien est-ce que c'est réellement un intermédiaire qui mobilise les compétences patronales pour, par exemple, la qualité de leur service. Et puis alors, vous pouvez tirer ce fil avec l'effet winner take it all. Donc, ils essayent d'offrir le meilleur service possible pour obtenir tout le marché, etc. Et en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis parti plutôt sur cette voie, donc de dire que ce sont fondamentalement des intermédiaires sur un marché qui utilisent des compétences patronales. Et alors, pour répondre à la question, si jamais vous acceptez ce postulat-là, alors le pouvoir, c'est un pouvoir typiquement de gatekeeper, c'est-à-dire typiquement le pouvoir d'un gardien qui dit oui, vous pouvez accéder au marché ou non, vous ne pouvez pas accéder au marché. Alors qu'avant, historiquement, les licences de taxi faisaient cette fonction-là. Hein. Donc, enfin, bon, voilà, il y a encore plein de choses à discuter, mais voilà, je voulais un petit peu juste intervenir là-dessus. Merci beaucoup, Laurent. Là, j'ai une question. On n'aura pas peut-être beaucoup de temps pour aborder en détail une question assez complexe, ou peut-être en réaction rapide. Sinon, on va... Après, c'était juste une discussion, hein, pas obligé de dire que ça apporte de réponse. Oui, c'était plutôt une remarque. Hein, oui, bien sûr, non, j'attendais pas nécessairement de réponse. Donc, il n'y a pas de réponse particulièrement à faire. Merci beaucoup de cet apport. Voilà. Merci, Laurent, pour ton intervention. Je pense on est déjà dépassé pas mal le temps. Je vais prendre peut-être une dernière question de Shedly Bayashat, qui est professeur de sociologie à l'Université du Qatar et qui nous demande quel impact l'impact de transformation numérique se limite à l'organisation des fonctionnements du travail ou elle s'entend sur l'essence même du travail. Donc, c'est une autre grande question. Quel sens donner au travail dans l'économie numérique? Je ne sais pas si on peut lui donner une réponse. Comment ça modifie un peu l'essence des rapports au travail dans l'économie numérique? C'est une question sociologique. J'ai l'impression qu'elle n'est pas abordée directement dans l'ouvrage, cette question-là, mais quand même un petit peu en filigrane, justement, par rapport à tout ce qui touche les questions collectives aussi. Justement, ces défis reliés à la mobilisation collective qui sont quand même traités dans plusieurs des chapitres. Donc là, ça aborde quand même ça de front, là, ce rapport au travail, ce rapport qui est avec en tout cas dans le cas des plateformes numériques du type Uber, là, un rapport au travail qui est très, très atomisé. Donc, clairement, ça pose vraiment là, des questions fondamentales sur le rapport au travail que ça alimente et vers quelle transformation ça apporte là, par rapport à ce rapport au travail dans le futur, clairement. Donc, je dirais qu'il est un peu en filigrane dans plusieurs chapitres, notamment dans ce rapport individuel ou collectif au travail. Et il faut peut-être ajouter que les technologies sont un extraordinaire moteur de destruction des identités professionnelles. L'ordinateur détruit un peu parce qu'on peut faire tout et rien avec les ordinateurs, donc ça pose des grands défis à l'identité professionnelle. Comment on se définit professionnellement?
sur cet aspect-là. Voilà un peu pour les questions. Je pense qu'on pourrait débattre à l'infini, ça n'est pas à l'infini, mais encore longtemps. Je dois peut-être mettre fin à notre réunion parce qu'on a fait déjà 1h30, on est supposé de faire 1 heure. Alors, je remercie encore tous les participants qui ont été présents à ce lancement, à cette table ronde. Un grand plaisir de rencontrer les auteurs qui ont été présents ici et j'espère, en vous écoutant, j'ai dit ça sera peut-être intéressant que dans un avenir proche, on organise un colloque éventuellement quelque part en 2022 là, sur la question de l'économie numérique avec une participation plus grande et des espaces de débat plus élargis. Alors, c'est à suivre, peut-être l'année prochaine, la ISLF, l'Association internationale de la langue française à Tunis, quelque part, on peut imaginer cette forme de continuation de notre discussion dont l'ouvrage dirigé aujourd'hui par Jean Bernier a été peut-être un prolégomène à un débat plus large. Alors, j'invite aussi tous les gens qui ont été présents ici à acheter l'ouvrage parce que c'est un bon outil de connaissance et de réflexion. Et je vous dis merci à tous et peut-être à bientôt, à la prochaine.